Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes heureux de nous réunir ce soir, mais surtout pour mieux connaître Brigitte et en même temps l'honorer pour tout ce qu'elle a su nous distiller dans les différents livres qu'elle nous a fait connaître. Ce soir, il y en a un que nous ne connaissons pas et elle nous en parlera. Elle nous en parlera sans a priori et il est certain que ce livre-là est la quintessence d'une expérience, d'un passé qui l'a forgé vers autre chose. Là, je crois que notre sensibilité n'en sera que accrue. Et on a envie de l'entendre, mais surtout de la laisser nous parler sans l'interrompre de ce qu'elle a à nous dire sur ce livre. Voilà. Je vous remercie. De toute façon, il ne faut pas oublier que ce livre est donc édité par les éditions Unicité, c'est ça? Et que, à ce titre, vous pouvez tout à loisir en faire bénéficier et le faire connaître à vos amis, et par ce fait, de faire progresser cette vente qui mérite qu'on connaisse entièrement ce livre, sans, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans a priori. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Nous l'écoutons nous parler donc de ce nouveau livre qui est Corps imaginaires. Et je tiens à la raison, Corps imaginaires. Ce qui fait une soudure de tout un tas d'autres choses que l'on n'a pas imaginées, mais qui nous sont chères. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier l'établissement, la boîte, de nous accueillir. Je tiens à remercier Anne-Com, qui n'est malheureusement pas là, parce qu'elle ne peut pas être là, puisqu'elle est souffrante, mais qui est vraiment en amont de notre rencontre et qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vraiment s'est attachée à ce que cette rencontre soit réussie, qui a trouvé le lieu, qui a lancé la communication, qui a fait que tout va se dérouler de la façon la meilleure possible. Je la remercie très chaleureusement et il faut savoir que Anne-Com me suit depuis un de mes premiers livres, disons le deuxième livre que j'ai pu écrire et publier, qui est La prison ruinée. Je me remercie évidemment Irène pour cette présentation. Je remercie François Mokaer qui est là rien que pour moi ce soir, qui est responsable et qui vraiment est un éditeur assez exceptionnel. Et d'ailleurs, je devrais retirer le assez. Et donc, qui dirige avec brio les éditions Unicité. Et je vous remercie également, je remercie les personnes qui sont là. Et je pense que on va déroger à la règle et on va pouvoir dire que vous allez pouvoir me poser des questions, puisque vous êtes des personnes, je le sais, très bienveillantes et que je sais que ça va bien se passer. Et donc, je me permets d'être là. C'est quoi ma légitimité? Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce que je veux planter, finalement, c'est pas mon drapeau, mais ma parole. Et c'est une chose tout à fait différente de planter son drapeau et de planter sa parole. Évidemment, ma parole de poète. Je vais vous parler de ce livre-là, qui est le dernier livre que j'ai publié, que j'ai fait publier, que François Mokaer a eu la gentillesse et puis aussi l'acuité et la lucidité de publier. Hein. Et également, je remercie Franck qui a fait aussi en amont un boulot extraordinaire, qui a écrit dans le journal Quick un très très bel article, très fin, très bien écrit, particulièrement bien écrit. Je remercie également Carlos, qui est le maître des lieux, et je remercie également Christophe, qui est parmi nous.
et qui a également, qui est donc responsable de Garçon Magazine. Et c'est grâce aussi et beaucoup à lui que je suis là. Il faut savoir que les événements tels que celui-ci, c'est pas quelque chose de donné, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose, je dirais, c'est quelque chose de nécessaire à mon avis, mais c'est pas quelque chose comme ça qu'on a très facilement, etc. Et il faut que des personnes de bonne volonté et mues par l'amour de la littérature, l'amour des questions sociétales, se mettent ensemble et arrivent à créer cet événement. Donc c'est important de leur rendre hommage et de les saluer. Je vais vous parler de ce livre qui s'appelle Corps imaginaires, et c'est mon dernier livre. Corps imaginaires, d'abord, je vais vous parler du titre, évidemment. Corps imaginaires, c'est quoi ? Je pense que tout à chacun, tout à chacune a un corps, a une représentation de son propre corps qui est erronée par excellence et par définition. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte très très facilement que cette représentation est une représentation erronée. On peut s'en rendre compte comment ? Par des exercices d'expression corporelle très faciles. C'est-à-dire, vous pouvez vous lever et vous levez, marcher, vous fermez les yeux, et puis après vous donnez un peu, vous dites un peu quelle est la grandeur, quelle est la taille de vos hanches ou de vos seins ou d'une autre partie de votre corps. Et quand je fais ce lapsus de vos corps, c'est pas pour rien, c'est un acte manqué, parce qu'effectivement on a il existe plusieurs corps. Il existe le corps du roi qui ne doit pas se manifester, qui ne doit pas montrer qu'il y a un corps, qu'il y a de la sueur, qu'il y a de la fatigabilité, etc. Il existe un corps qui est un corps personnel. Il existe un corps social. Il y a plusieurs corps, effectivement. Et donc, on a par excellence, tout être humain que l'on est, tout un chacun, tout un chacune, a une représentation de son propre corps qui est erronée. Alors, le fait qu'on a une représentation de notre propre corps qui est erronée, c'est très bien, c'est très sain. A contrario, par l'absurde, je vais vous parler, pour vous donner un exemple, je m'excuse parce que j'ai une rhinopharyngite, donc j'ai eu beaucoup de fièvre et j'en ai encore beaucoup, donc ça peut aussi être, ça peut se percevoir, mais j'ai tenu à venir quand même, avec grand plaisir. Et donc, je vous donne un exemple pour vous montrer un peu que parfois l'exactitude de la représentation des choses n'est pas signe d'une bonne santé mentale ou d'une bonne santé existentielle. Il y a un détenu qui pouvait donner avec grande exactitude l'heure qu'il était à n'importe quel moment de la journée. Avec exactitude. Et quand on lui a demandé, et alors il n'avait pas de montre, il n'avait pas la télé pour voir à peu près quelle heure il était, et il n'avait en fait rien, aucune machine, rien pour lui indiquer l'heure exacte. Pourtant, à n'importe quel moment de la journée, quand le surveillant lui demandait l'heure, ou ses co-détenus lui demandaient l'heure, eh bien, il indiquait à la minute près l'heure qu'il était. Donc on a essayé de savoir mais comment, pourquoi, comment il arrivait. Et en fait on s'est rendu compte que depuis que le surveillant ou la surveillante ouvrait, parce qu'il y a maintenant des surveillantes chez les prisons pour hommes, dans les prisons pour hommes, ouvrait la porte, c'était 7h du matin, aux environs de 7h du matin, et il y a plutôt aussi, il y a des douches qui sont prises, donc on nous réveille parfois avant, mais là en l'occurrence c'était 7h du matin. À partir du moment où il savait qu'il était 7h du matin, il comptait toutes les minutes et les secondes. Pourquoi ? Pour combler une angoisse. Et il arrivait à avoir l'heure exacte. Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Enfin, c'est génial. Bon, bravo. Il réussissait à dire l'heure qu'il était à la minute près. Mais est-ce que c'est quelque chose de sain ? Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant ? Est-ce que c'était quelque chose d'agréable ? Non, évidemment, puisque c'est son angoisse qui le poussait, disons, à être parfait dans la notion du temps qui s'écoulait.
Donc, ceci est un exemple par l'absurde, qui est réel, qui a existé, comme mes deux protagonistes, et qui vous montre que finalement, on a souvent tort d'avoir raison. Voilà. Donc, là, c'était l'angoisse qui le poussait à avoir raison. Et notre représentation, la représentation exacte de notre corps n'est pas signe d'une bonne santé mentale forcément. Le signe d'une bonne santé mentale, c'est d'avoir une vision complètement erronée par rapport à notre corps. Alors, ça c'est le corps de tout un chacun et de tout un chacune. Et en revanche, il y a le corps qui est incarcéré. Alors le corps incarcéré, c'est pas rien et c'est pas n'importe quoi, puisque la définition même juridique de la contrainte par corps, c'est effectivement l'incarcération, c'est la contrainte par corps. Ça, c'est le terme juridique. Bon. Et la contrainte par corps, effectivement, c'est que vous êtes enfermé dans un lieu que vous ne choisissez pas, évidemment. Et d'ailleurs, l'État se fourvoie, parce que quand l'État enferme quelqu'un ou quelqu'une, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de lui donner 3 ou 4 personnes à côté d'elle ou de lui pour subvenir à ses besoins physiques, c'est-à-dire pour lui faire à manger, à ses besoins physiques, à ses besoins psychologiques, etc. Il faut le distraire, cette personne. Il faut distraire cette personne. Il ne faut pas qu'elle meure. Donc l'État, en fait, le système est dans une espèce de, comme ça, de balance entre, il faut que cette personne soit incarcérée, d'accord, mais il ne faut pas qu'elle meure. Donc alors, quoi lui donner pour qu'elle réussisse à survivre, et quoi lui donner pour qu'elle ne meure pas. Donc ça, c'est un peu la marge des institutions. D'accord. Alors, quand le corps est incarcéré, s'il y a quelqu'un qui veut venir, qu'elle vienne avec grand plaisir. Ah, merci. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue Pierre. Et donc, cette personne... donc ce corps, il faut absolument qu'il reste vivant. Et ce corps qui est incarcéré, alors quand je dis incarcéré, ça peut être incarcéré dans le cadre effectivement d'une injonction et le corps incarcéré dans une prison. Ça peut être aussi le corps incarcéré ou contraint ou limité ou empêché ou endigué dans le cadre par exemple d'un camp de concentration. Ça peut être le corps contraint, indigué, enfermé, incarcéré dans le cadre de camps de rétention administrative par rapport aux sans-papiers. Ça peut être le corps incarcéré dans le cadre simplement de quelqu'un qui va vous kidnapper, et qui va vous forcer à rester dans sa cave. C'est toute contrainte par corps, dérogeant à ce principe clair qui est effectivement la définition un peu de la liberté, qui est que toute personne peut aller et venir. On est bien d'accord. Là, en fonction de ma propre expérience, de mon propre vécu, je vous parle du corps incarcéré. Mais il peut être ce corps incarcéré par différentes façons, par différentes manières et dans différents lieux. On est bien d'accord. Alors, j'ai oublié les goulags aussi. Bon. Et alors, et pas mal d'endroits où on peut être incarcéré. Alors, il s'agit d'un redimensionnement de ce corps pour survivre, un redimensionnement à ce nouvel espace. Et ces nouvel espace, évidemment, le temps et l'espace sont intrinsèquement mêlés, je ne vous apprends rien. Ce nouvel espace-temps, qui peut être le nouvel espace-temps de la cellule, le nouvel espace-temps de finalement la cour de promenade, ce nouvel espace-temps qui est celui petit espace des parloirs. Et je vous parle de 2 personnes que j'ose à peine nommer comme protagonistes, parce que c'est avant tout 2 personnes réelles.
Il s'agit de Thérèse et il s'agit de Sana. Et ces deux personnes sont complètement différentes et elles ont vécu leur corps de façon complètement différente. Et je dis, pour aller très très vite, l'une n'a pas réussi à disons, déréaliser complètement son propre corps afin de le réinventer et afin de pouvoir survivre à ces nouvelles dimensions. Il s'agit de Thérèse. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que Thérèse est décédée. Thérèse est décédée en 2014, quelques jours avant, quelques jours avant ma libération. Elle est décédée, elle s'est suicidée dans sa petite cellule et dans son corps, aussi, dans la nuit du 9 au 10 mai 2014. Et moi, je suis sortie de prison il y a exactement, je fête également un anniversaire, le 14 mai 2014. Et alors, je tiens à nous demander, évidemment, ce n'est pas une obligation. En général, ça a toujours été respecté. Je tiens à nous demander deux choses. D'abord, je tiens à nous demander une minute de silence. Donc en hommage à Thérèse et à toutes les personnes qui se sont suicidées en prison. Mais je tiens à nous demander une deuxième chose, et je vais vous dire pourquoi je vous demande cette deuxième chose, c'est très récemment. Le 13 mai dernier, j'ai assisté à un colloque qui s'appelle Prison et probation, qui a eu lieu à l'école militaire. Et il y a eu effectivement la venue en exergue, on était beaucoup plus, on était 700 personnes, et en exergue, il y a eu la ministre de la Justice, donc la garde des Sceaux, qui est venue, et avant, il y a eu des personnes qui sont venues et nous demandaient que le protocole républicain, effectivement, fait que dès qu'elle apparaissait, on devait tous se lever, et dès qu'elle partait, on devait tous se lever également. Et moi, je me suis dit, et depuis justement que j'ai assisté à ce colloque, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on se lève en l'honneur d'une femme qui est certes ministre de la Justice, mais qui simplement, c'est quoi finalement ses mérites? C'est uniquement d'avoir gravi les échelons, et uniquement une espèce de savoir pratiquement typographique. Et pourquoi on ne ferait pas ça pour Thérèse? Parce que finalement Thérèse, finalement, et c'est sans aucune idée de provocation que je fais ça, que je vous demande ça, que je nous demande ça, je tiens à le préciser. Parce que finalement Thérèse, elle a beaucoup plus de mérite que notre ministre de la Justice. Pourquoi elle a beaucoup plus de mérite? Parce que d'abord, elle a souffert dans son propre corps de la maltraitance de son enfant, qui jusqu'à l'âge de 1 an a été effectivement maltraité physiquement par son mari. Et Thérèse a certainement averti les services sociaux, et les services sociaux, comme d'habitude, n'ont même pas répondu, n'ont même pas daigné répondre, et simplement, ça s'est perdu pendant des années, pendant des mois, voire des années, et puis que quand arrive le drame, c'est-à-dire que quand on rend justice soi-même, quand on veut que s'arrête l'horreur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah bah oui, effectivement, j'ai retrouvé vos courriers, ils étaient perdus, on allait faire quelque chose, mais en fonction du dispositif juridique qu'on a, on ne pouvait pas faire autrement, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Thérèse, d'abord, effectivement, elle a eu son enfant qui a été martyrisé physiquement jusqu'à l'âge de 1 an par son compagnon. Elle a essayé certainement d'en avertir les services sociaux qui n'ont pas répondu. Et après, elle a tué effectivement son compagnon de 318 coups de couteau. Et après, elle a été incarcérée. Et après, elle s'est suicidée. Et j'ai envie de vous demander, sans aucune provocation, mais qui c'est qui paierait plus qu'on se lève ensemble? Est-ce que c'est la ministre de la Justice ou est-ce que c'est cette Thérèse? Pour moi, c'est cette Thérèse. Moi, je pense que c'est elle qui mérite un hommage. Et moi, je me lève la première à faire 1 minute de silence. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, si vous êtes d'accord avec moi.
Je nous remercie. En revanche, elle n'aura pas cette levée, notre levée, après elle est partie, donc elle ne peut pas avoir comme la ministre de la Justice des personnes qui se lèvent, puisqu'elle elle est partie définitivement, quoi. Et alors Thérèse est décédée, c'est un des textes qui constitue mon livre, et en fait Thérèse c'était vraiment un ovni dans la cour de promenade, parce que Thérèse c'est quelqu'un effectivement qui n'était pas, on dit, il y a des personnes qui se posent la question et qui se demandent effectivement s'il y a une justice ou pas, une justice de classe en France. Donc les personnes qui se demandent ça, on n'a qu'à venir en prison faire une espèce de stage et puis se rendre compte effectivement que dans la cour de promenade, on voit qu'un certain profil socio-culturel, professionnel. Et quand on entend les personnes vous parler de leur famille, on se demande, on se dit mais c'est pas possible. Ces personnes-là sont issues, on dirait, de la même famille. Hein, du même type de famille. Donc pour moi, à mon avis, très sincèrement, je pense que le crime circule dans toutes les couches de la société. Enfin, pour moi, ça me paraît être une telle évidence. Bon, alors pourquoi on retrouve toujours ce même profil? Et je dirais même plus, je dirais que effectivement, la justice, et d'ailleurs on devrait réclamer de la justesse au sens mélodique du terme, et non pas de la justice, parce qu'on voit ce que ça donne, eh bien... si vous voulez, on se rend compte que finalement, que les personnes qui sont incarcérées se ressemblent trop et ne sont pas du tout représentatives des personnes qui sont dans la société. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un très gros problème. Et donc ça, c'est la définition par excellence de la justice de classe. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Bon, c'est la réalité des faits, quoi. Et alors, parmi ces personnes-là, il y a effectivement Thérèse et Sana. Et Thérèse et Sana sont deux femmes et appartiennent donc aux 3,6% des personnes qui sont incarcérées et 96,4%, si je ne me trompe pas, sont des hommes. Alors là, on peut s'interroger, on peut se dire, mais c'est bizarre quand même. Bon. Alors on peut répondre par une réponse assez crétine, assez imbécile, en se disant par exemple que la justice serait plus généreuse envers les femmes, ce qui est complètement irréel, et même je dirais que la justice est beaucoup plus violente à l'endroit des femmes qu'à l'endroit des hommes. Alors on pourrait se dire aussi une réponse aussi crétine que les femmes, évidemment, et j'en suis la personne incarnée, sont beaucoup plus douces, sont beaucoup plus, disons, je plaisante quand je dis ça, sont beaucoup plus calmes et ont beaucoup plus la manière de ne pas générer de conflits et d'y répondre de façon... de savoir gérer les conflits avec douceur, etc. Enfin, toutes les qualités qui normalement sont dévolues aux femmes, ce qui est également faux. Eh bien, je n'ai qu'une réponse à cette interrogation. Je ne sais même pas s'il faut se poser la question d'ailleurs. C'est tout simplement que statistiquement, la preuve est là, c'est les faits. Les hommes sont beaucoup plus violents. Ils commettent beaucoup plus de délits, de viols, de crimes, d'assassinats, de vols, d'agressions et tout ce qu'on peut imaginer, de délits et des crimes que les femmes. Donc, je ne peux m'en tenir que là. C'est pas, en disant ça, je ne suis pas particulièrement féministe, mais simplement, je me réfère aux statistiques pures et dures. En revanche, à partir de là, une fois que les femmes sont incarcérées, eh bien, elles ont une espèce de double peine. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois, la prison qui est faite pour les hommes, et effectivement, il y a certaines spécificités, notamment au fait que les femmes sont menstruées et que les femmes ont besoin de gynécologues parfois. Donc en matière, en gros, pour résumer, d'hygiène et sécurité, et que effectivement, la prison n'a pas été pensée pour ces spécificités. Alors, je vais aller très vite au cœur du sujet, puisque pour moi, je suis avant tout un poète, et il n'y a que ça qui m'intéresse. Eh bien, ce livre-là, c'est
d'abord Thérèse, avec laquelle j'ai eu une relation qui n'était pas très nette. Je dirais que j'ai eu une relation pas très nette parce que c'était pas une relation, justement. Ça l'aurait été si ça avait été une relation. En fait, elle avait lu un ancien livre à moi, La prison ruinée, qu'elle avait beaucoup aimé. Et à partir de là, Thérèse, c'est quelqu'un qui n'appartenait pas, justement, à tout le profil habituel des détenus. Et Thérèse, c'était quelqu'un d'extrêmement belle. D'abord, c'était une femme très très belle, et puis très très bien habillée, très classe, qui faisait attention à son apparence. Et c'était quasiment exceptionnel. Ah, bonjour Néphélie, qui était bienvenue, qui était exceptionnelle, qui était une femme exceptionnelle, et qui était physiquement très belle, très jolie, et qui n'avait pas du tout l'habitude de ce milieu-là. Et donc, effectivement, elle apparaissait comme un ovni. Et finalement, elle n'a pas pu survivre, elle s'est suicidée. Et si vous le voulez bien, je vais lire un extrait de ce texte qui est très fulgurant. Donc, on me reproche souvent que ce texte, finalement, est fulgurant. Et je dis que ce texte est fulgurant, qui fait 3 pages simplement. Pourquoi ? Parce que ce texte est aussi rapide que la façon dont s'est passée ma rencontre avec elle, et puis son suicide. Donc je ne pouvais pas faire quelque chose de plus installé, parce que on croit, il y a une espèce de mythe, on croit qu'en prison on n'a que ça à foutre, passez-moi l'expression, donc on entretient des relations qui vont être pérennes avec les autres, et qu'il y a des amitiés qui sont très fortes, etc. Ça existe certainement, mais pas dans ce que j'appelle les courtes peines. Et à Fleury-Mérogis, il faut savoir que c'est une maison d'arrêt pour femmes. Donc comme son nom l'indique, c'est une maison d'arrêt et non pas un centre de détention. Et finalement, les personnes qui sont là, soit n'ont pas été jugées à l'instar de Thérèse, soit ont des peines très très courtes. Et je terminerai dans l'aspect politique en disant les courtes peines, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'en général, pendant une courte peine, à peu près moins d'1 an, mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails parce que les réformes de la justice changent énormément. Mais ce que je veux dire, et puis c'est pas intéressant parce que je suis un poète. Bon, donc c'est pas mon propos. Mais disons que ce que je pourrais dire, c'est que les courtes peines, c'est quoi ? C'est le fait qu'on vous désocialise et que quand vous êtes emprisonné, incarcéré, eh ben vous perdez votre logement pour toi, parce à moins que vous ayez vraiment quelqu'un de très généreux, mais vous perdez votre logement. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus payer le loyer. Ne plus payer le loyer et perdre son logement, ça ne veut pas dire que vous n'accumulez pas des dettes, parce que même si vous perdez votre logement, le propriétaire va vous demander évidemment le loyer pendant lequel vous n'avez pas occupé votre logement. Hein, bon, c'est pas son problème. Et puis il y a les affaires qui sont à l'intérieur du logement, donc vous les perdez également. Et puis si vous avez un travail, et d'ailleurs curieusement le principal travail qu'on trouve chez les détenus, en fait moi mes collègues, on va dire ça, curieusement la plupart des filles, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles étaient auxiliaires de vie. Bon, donc c'est un peu curieux quand même que la société devrait quand même se poser des questions. C'est-à-dire que la lie de la société, son boulot, c'est d'aider les autres, quoi. Qu'ils soient handicapés, qu'ils soient vieux, bon. Donc c'est quelque chose, on doit interroger ça, moi je pense, si on est logique et cohérent. Et puis il y avait quelques caissières. Donc elles perdent leur boulot évidemment. Et puis donc elles s'endettent, elles perdent leur boulot, elles perdent les affaires qui sont dans leur boulot. Et puis donc évidemment elles perdent aussi leur soutien familial. Donc, et puis à un moment donné arrive un petit papier dans leur cellule, et c'est la CEPIP qui leur dit écoutez, on va envisager une sortie anticipée. Donc elles vont à ce rendez-vous. Et puis à ce rendez-vous, qu'est-ce que demande la CEPIP ? La CEPIP va dire voilà, très bien,
Maintenant, pour envisager une sortie anticipée, on va vous demander quelques petites choses. On va vous demander si vous avez un travail à l'extérieur, si vous avez un logement et si vous avez des soutiens familiaux. Voilà. Donc, je ne vais pas appeler ça un cynisme, mais bon, au mieux, c'est de la débilité profonde, quoi, du système, quoi. C'est-à-dire qu'il détricote et après qu'il demande ce qu'il a détruit. Voilà. Donc nos deux protagonistes, elles sont dans ce cadre-là de petites peines, hein, on va dire, entre guillemets. Et je vais vous lire un extrait de Thérèse, tout en sachant que j'ai envie de dire que mon honneur par rapport à ce texte, c'est un peu ce qu'on me reproche, c'est-à-dire que dans ce premier texte, qui est très court, je le répète, j'ai pas touché Thérèse, comme dans la réalité, je ne l'ai pas touchée. Donc ça, c'est mon grand honneur, quoi. Et voilà. Donc, elle reste comme ça, comme je l'ai vue, c'est-à-dire 3 fois, comme ça, dans ses tailleurs pantalons, et je ne sais pas qui elle est. Mais j'ai écrit quand même sur elle. Donc, je vais vous lire un extrait. Donc c'est difficile de vous lire un extrait d'un tout petit texte. J'ai quand même essayé de le faire. Voilà, donc je vais lire ça. Comme tu es belle, il va falloir que j'apprenne à dire autre chose, car visiblement la réalité seule dominatrice me prouve que cette exclamation ne saurait provenir du suicide qu'elle gâchit. Il paraît que les autres détenues, prévenues, lui ont fait une vie d'enfer, qu'elles se sont toutes liguées contre elle, qu'elle lui aurait promis la perpète, les mauvaises. Je ne me trouvais pas dans le même bâtiment. Je ne partageais pas sa promenade. Je ne savais rien de ces tortures psychologiques, sinon, évidemment, j'aurais agi et réagi, évidemment. Elle était trop belle pour ne pas être jalousée, trop calme pour répondre aux attaques, trop droite pour balancer. Elle voulait reprendre ses études universitaires par correspondance. La possibilité d'une bourse universitaire de 200 € mensuels, financée par le conseil régional, était envisageable. Je l'y avais encouragée. Dans une salle d'attente médicale du grand quartier, on avait parlé des avocats, de leurs compétences et surtout de leurs incompétences respectives. J'en connaissais un rayon là-dessus. Citons de nombreux avatars dus à ma propre expérience. Sa timidité la rendait faussement hautaine, sa grâce incitait au vouvoiement, ce qui entre écroué est rarissime. Je la vouvoyais donc par une délicatesse un peu étrange que soudain je me découvrais, à mesure que la conversation avançait, une conversation à l'instar d'une marche, dans le déséquilibre permanent, avant que le pas suivant ne s'articule. Je suis passée à côté de sa fragilité. Thérèse était trop sensible pour se pardonner son calme, son crime, pas assez dupe pour se raconter des histoires, trop lucide pour dénier son acte. Et puis, pourquoi j'ai choisi Thérèse et pourquoi j'ai choisi Sana? Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a beaucoup aimé mon livre, mais qui m'a dit, mais il m'en aurait fallu 10 des histoires comme elle. Alors, je lui ai dit, mais attention, c'est des êtres humains, c'est des personnes que j'ai vraiment rencontrées. Voilà. Donc on se calme, hein. Bon. Tu en veux 10, d'accord, pourquoi pas 50, mais tu tires ta jouissance du malheur. Et justement, pourquoi ce texte-là sur Thérèse est si bref? C'est parce que je voulais absolument pas, et ça c'est la seule morale que je me donne, la seule morale c'est de ne pas apporter un bijou à la bourgeoisie pour la faire jouir. Quand c'est des choses qui vraiment sont catastrophiques, on fait souffrir, on fait mourir, etc. Et c'est la seule morale. Ce que je peux simplement apporter à la bourgeoisie, la seule chose que je peux lui apporter, c'est de lui faire visiter des endroits, des régions inconnues pour elle encore, et qu'elle ne connaîtrait pas, et que effectivement, voilà, allez là, vous y êtes jamais allé, maintenant comment vous vous sentez, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est la seule chose que je peux lui offrir. Rien d'autre. Et donc, s'il s'agit de beauté,
que j'apporte, c'est une beauté qui, comme dirait Jean Genet, il faut surtout que le spectateur ou le lecteur ou la lectrice ou la spectatrice, que cette beauté, il faut absolument pas résoudre des conflits inconscients avec cette beauté. C'est-à-dire que c'est en fait l'anti-catharsis aristotélicienne. C'est-à-dire qu'on ne va pas soulager les gens, les lecteurs, les spectateurs, les spectatrices et les lectrices avec le bijou que serait notre œuvre, ce qu'on a créé. Non, il faut qu'ils partent avec une espèce de goût amer dans la bouche. Et au contraire, il faut vraiment que ces passions ne soient pas calmées. Et c'est ça, moi, c'est la seule morale à laquelle je crois. Et il y a la deuxième histoire. Et la deuxième histoire s'appelle Sana ou le corps incarcéré 2 fois. Alors pourquoi ces détenus? Pourquoi pas d'autres? Après je me suis dit qu'il y aurait pu avoir d'autres détenus. Je pense, c'est comme quand il était encore fréquentable, Charlie Hebdo, ce journal-là, quand il était encore fréquentable, eh bien il y avait les titres ou les dessins, je ne sais pas si vous connaissez, qui auraient pu apparaître. Et moi je dis, les protagonistes que j'aurais pu écrire, dont j'aurais pu écrire l'histoire, ça aurait pu être une femme qui s'appelle Fatia, qui a donné un coup de couteau dans le ventre du juge quand il lui a annoncé qu'il lui allait reprendre son enfant. Il ne lui allait pas lui laisser la garde. C'est très très connu, je l'ai rencontré, je lui ai parlé dans la cour de promenade. Et là, ça aurait été judicieux, puisque le corps imaginaire, c'est le corps d'une jeune femme qui pesait 45 kilos quand elle a été incarcérée, et que la psychiatrie a doublé. C'est-à-dire que la première violence, ça a été de lui donner des neuroleptiques et de lui faire avoir un corps de 90 kilos. Donc c'est encore une violence étatique, institutionnelle, et c'est encore effectivement un emprisonnement, d'une autre façon. Il y a aussi Hermance qui est une jeune femme de Saint-Denis et qui a fait l'effort d'aller au Pôle emploi et qui a réussi à avoir un job de serveuse chez Courtepaille, et qui, le jour où sa supérieure est venue lui dire mais non, finalement on va te virer parce que tu as des accents de banlieue qui ne plaisent pas aux dîneurs et aux dîneuses quand tu lis la carte, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Pareil, coup de couteau dans le ventre de sa supérieure, quoi. Et en fait, on a beaucoup parlé avec Hermance, et moi, j'aurais pu, d'ailleurs je vais l'écrire un jour, je pense, et j'étais pas du tout d'accord avec la stratégie de son avocat, parce que son avocat, comme tous les avocats du monde, lui proposait de dire tête baissée, regardant ses pieds, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Bon voilà, bon. Et en fait, si les avocats, c'était l'époque de l'esclavage, ben, je pense qu'ils négocieraient avec la cour de la longueur des chaînes de voilà. Et moi je lui ai dit mais non Hermance, c'est pas du tout cette plaidoirie-là qu'il faut faire. Il faut que ton avocat il dise que tu voulais tellement t'intégrer à cette société, tu voulais tellement travailler, tu as tellement fait le parcours de la combattante, allant chez Pôle emploi, réussissant à avoir un job chez Courtepaille, et tu voulais tellement être intégré à cette société que quand on te dit mais non, c'est pas possible, vous êtes viré, et ben tu te donnes un coup de couteau. Et que si vraiment tu étais une glandeuse, si vraiment tu étais quelqu'un qui n'en avait rien à faire de la société dans laquelle on vit, et ben au contraire, tu aurais été ravi, tu n'aurais rien fait, tu n'aurais jamais sauté le couteau. Et c'est pareil pour Fatia. Si elle n'avait pas voulu encore être mère et si elle tenait pas à son enfant, jamais elle aurait sorti un coup de couteau. Et donc je pense que c'est vraiment le contraire. En revanche, il y a Sana. Alors Sana, c'est quelqu'un d'autre. C'est une personne c'est Sana ou le corps imaginaire incarcéré 2 fois. Et Sana, c'est une femme, et je sais que mon éditeur François qui est là préfère nettement l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que les lecteurs et les lectrices se coupent en 2 parties. Les personnes qui préfèrent Sana et les personnes qui préfèrent
qui préfère effectivement Thérèse. Et j'ai déjà fait une petite analyse socio-littéraire, philosophique, politique des différents deux profils, mais je déflorerai pas ma petite analyse sauvage. Et donc, vous me direz après, alors Sana, c'est le Sana ou le corps incarcéré de foi. Et pourquoi le corps incarcéré de foi? Parce que Sana, elle est née handicapée. Elle est née, en fait, quand je dis elle est née, c'est pas la réalité, mais j'exagère. Elle est handicapée, disons qu'elle est atteinte de la polio. Elle est atteinte de la polio, et Sana, c'est une fille des cités. Donc Sana, on ne va pas la lui faire. C'est-à-dire que elle a déjà son corps qui est incarcéré. En fait, elle a une attelle du genou. Elle a également elle a une jambe qui ne fonctionne plus. Elle a une canne. Et elle a su très très vite dans l'enfance, pour survivre, se fabriquer des outils existentiels pour survivre à son handicap. Donc, quand on lui rajoute de l'enfermement, de la contrainte à de la contrainte, finalement, elle est sauvée par une espèce de ce que j'appelle sa machine dialectique à s'inventer dans des histoires. Pour résumer l'affaire, la machine dialectique à s'inventer des histoires, c'est la mythomanie. Tout simplement. Donc elle arrive, passez-moi l'expression, à foutre le bordel, et elle arrive à survivre, elle a du panache, elle est une survivante, elle est une très grande résistante, parce que son corps a déjà été incarcéré, et parce que, effectivement, elle sait ce que c'est que tout ça, quoi. Elle sait ce que c'est que survivre, elle sait ce que c'est que les difficultés, et elle va réussir disons, elle va réussir son corps imaginaire, c'est ça. Elle va réussir son corps imaginaire. C'est-à-dire que l'histoire du redimensionnement aux nouvelles normes, au nouvel espace, au pluriel, de la cellule, de l'incarcération dans les coursives, dans ce bâtiment, dans cette prison, dans cette MAF, maison d'arrêt, elle va y survivre parce que pour elle, elle va avoir l'impression de vivre dans un corps qui finalement est un corps qui se meut, est un corps qui est valide, est un corps qui est heureux et qui est un corps que les murs jamais ne réussiront à rétrécir, à endiguer, à empêcher, à limiter. Et ce corps imaginaire est une réussite totale. Réussite totale. Donc, elle a réussi. Et je vais vous donner quelques extraits. Et avant de vous donner quelques extraits, je vais vous expliquer, je veux dire pourquoi la première fois. Eh bien, la première fois, pourquoi elle a été arrêtée et pourquoi elle a été incarcérée. En tout cas, même si ce n'est pas la première fois qu'elle a été incarcérée, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu de gros problèmes avec la justice. Et je vais vous expliquer comment. Donc, elle était mineure et elle était en train de conduire une voiture et les flics l'ont arrêtée. Ils l'ont arrêtée parce que c'était un excès de vitesse. Et quand ils ont arrêté la voiture, le véhicule, ils demandent à Sana, ils disent d'abord les papiers. Et en fait, ils voient bien qu'elle est pas majeure, qu'elle est mineure. Donc effectivement, elle n'avait pas de papier puisque elle n'avait jamais passé son permis. Et elle trouve rien à leur donner parce que c'est quelqu'un de joyeux, qui aime la vie, qui est dans une situation performative. C'est-à-dire que performatif, c'est que ce qu'on dit, ça existe. Voilà. Je vais dire que effectivement, bien sûr que j'ai un permis de conduire. Et ça tombait bien parce qu'elle venait de voler un portefeuille dans un grand magasin. Et dans ce portefeuille-là, il y avait dans une des souches, alors je ne sais pas si vous savez, finalement, il y avait dans une des souches une espèce de papier un peu cartonné et rosé, de permis de conduire avec écrit en gros duplicata, pareil. Donc pour elle, en fait, elle se dit, mais c'est la réalité qui compte. C'est-à-dire que la réalité, c'est pas la réalité du permis de conduire. C'est la réalité que je sais conduire
depuis le plus jeune âge, de façon empirique, et que j'ai jamais fait d'accident. Donc c'est ça la réalité. C'est pas un papier. Donc elle montre aux flics effectivement ce papier, et évidemment, comme en plus ils sont généralement privés d'humour, sinon ils ne seraient pas flics, eh bien, à part entre copains à se bourrer la gueule, bon, eh bien, surtout dans les commissariats d'ailleurs, eh bien, et à violer des Canadiennes qui passent visiter Paris, et donc ces flics évidemment l'ont mal pris, et on fait un examen, une fouille scrupuleuse du véhicule. Et ils ont trouvé, donc il y avait il y avait l'excès de vitesse, il y avait le fait qu'elle était mineure, il y avait le fait qu'elle n'avait pas de permis, et manque de chance, ils fouillent dans la boîte à gants. Et pour Sana, la boîte à gants, c'est une espèce d'endroit intime, personnel, et ils y trouvent de la drogue. Voilà. Donc quelques grammes à son usage personnel, mais ça faisait beaucoup. Bon. Et donc, évidemment, ça a mal tourné pour elle. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que je distingue évidemment la loi de la morale. Et là, il y a une grande injustice, parce que pour moi, ce qui compte, c'est la morale et pas la loi. Ce qui compte, c'est que j'ai remarqué dans mon expérience de détenue, puisque j'ai fait deux séjours, une première fois en 2008 et une première fois en 2013, j'ai remarqué que, paradoxalement, et c'est une grande injustice à mon avis, autant j'ai vu des personnes qui avaient commis des crimes, c'est-à-dire qui avaient tué, qui avaient commis des infanticides, qui avaient tué, qui avaient commis des crimes, il est vrai, à mes yeux, atroces, c'est-à-dire tuer, découper, le corps mis dans une poubelle, enfin, qui avaient tué plusieurs personnes, des gros crimes. Et ces personnes-là avaient en général entre 18 et 20 ans. Bon. Et en 10 ans d'expérience carcérale, j'ai revu à l'extérieur, dans des salons du livre par exemple, j'ai revu ces personnes qui avaient eu 20 ans de prison, qui s'étaient complètement réadaptées, qui avaient refait leur vie. Pourquoi ? Parce que 20 ans, ça veut dire 10. Pourquoi 10 ? Parce qu'on peut sortir à mi-peine. Et 10, ça veut dire 6. Parce que si elles se sont bien conduites et tout. Et je n'ai jamais revu ce qu'on peut appeler très rapidement, et qui est déjà une expression dans la littérature jeunéssienne, je n'ai jamais vu une racaille s'en sortir. Alors qu'une racaille, ça fait des choses très petites, pas graves du tout. Ça vole, ça vend un peu de drogue, ça agresse parfois, ça se prostitue. Je n'en ai jamais vu une s'en sortir. Alors, c'est quand même aberrant. J'ai vu des personnes qui ont tué, vraiment, s'en sortir. Je les ai revues. Et j'ai vu ces racailles jamais s'en sortir. J'en ai jamais revu. Pourquoi ça ? C'est très simple. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était une justice de classe. Mais ça continue à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire que la famille vient, vous aide, paye l'avocat jusqu'à la sortie, et vous trouvez un boulot, etc., vous écrit, etc. Donc les personnes s'en sortent, tout simplement. Mais les racailles, pas du tout. Personne ne va les voir. Surtout les femmes. Les mecs ne viennent pas voir les racailles, ou alors viennent voir dans un temps très très court, après elles abandonnent. Les racailles, on ne leur paye pas un avocat une fois qu'elles sont emprisonnées. Les racailles, on ne leur trouve pas un job une fois qu'elles sont emprisonnées. Les racailles, on ne leur trouve pas un domicile une fois qu'elles sont incarcérées. Donc voilà, donc on voit même que et indépendamment du crime qu'on a commis, c'est tout le soutien familial, tout le soutien, disons, ça continue à l'intérieur de la prison. Et on a encore beaucoup plus de chances, quoi qu'on ait fait, d'en sortir quand on est accompagné, quand on a du fric, et même pas du fric, je dis pas le fric de la drogue, je dirais. Il faut tout un système comme ça que le système ne vous donne pas pour vous en sortir, qui est un système de la classe à laquelle on appartient. Alors Sana, finalement, elle n'a pas besoin de tout ça, parce que Sana, c'est un poète, Sana, quelque part. Bon. Donc, Sana, c'est un poète, et François n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, oui. Ouais. Ah non ?
Non, non, mais je veux... Tu as beaucoup aimé Sana, hein, François. Oui. Ouais, bah. Et en fait, Sana, je vais vous lire un peu des extraits si ça vous intéresse. Sana, c'est quelqu'un qui plante aussi sa parole et qui plante son corps dans n'importe quel espace où elle se trouve. Et je vais vous lire un peu quelques extraits. Donc là, c'est suite à son arrestation. Ils veulent du papier, je le leur ai donné. De quoi ils se plaignent? Elle ne plaisantait pas. Elle agit juste au bout de leur absurdité, en prenant leurs injonctions au pied, pas à la jambe évidemment, de la lettre. Pas besoin de papier pour savoir conduire. Pas besoin de papier d'identité pour exister. Le seul papier qu'elle jugeait matériellement indispensable, le papier toilette pardi. Et quand elle sortira de prison, comment croyez-vous qu'elle justifiera sa virginité pénale? Avec encore une fois du papier, mais pas exactement à l'identique de celui d'un extrait de casier judiciaire. Donc pour montrer un peu la réalité finalement entre sa propre réalité qu'elle incarne et puis ce qui sont finalement les contingences dans lesquelles elle se trouve et dont elle fait fi. Donc, dans ce petit texte-là, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Excusez-moi, hein, mais vous savez que finalement, c'est pas de la prétention de dire que ce texte est intéressant, parce que tout artiste et toute écrivaine ou écrivain qui se respecte, c'est pertinemment qu'à partir du moment où on a créé quelque chose, c'est une production, ça devient une production indépendante, et ça vit sa vie. Et en fait, on a une espèce de vision par rapport à cette chose, à cette production artistique, à ce texte, qui est finalement complètement... je peux lire mon texte en me disant, tiens, il y a une espèce d'étrangeté, il ne m'appartient plus du tout. Hein. Si peut-être il ne m'a jamais appartenu, on n'en sait rien. Donc je le redécouvre, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il y a une espèce de parallélisme en ce que j'appelle la maladie naturelle, c'est-à-dire la maladie, la maladie naturelle, en fait c'est le virus, quoi, tout simplement, qu'elle a contracté. Elle n'a pas eu de chance, Sana, parce qu'elle est née au Maroc et que juste il a fallu de très très peu pour qu'elle contracte ce virus. Et après il y a elle vient en France, il y a une histoire de vaccination, il y a les personnes que je connais malheureusement qui ont ce virus. Je connais une personne aussi très âgée et qui n'a pas eu de chance aussi. C'est vraiment, elle a contracté le virus très peu de temps avant qu'on s'en soit débarrassé à 99%. Et ce qui se passe pour elle, c'est que elle a contracté ce virus, mais moi je parle d'un autre virus. Et ce dont je parle, c'est d'une maladie qui n'est pas une maladie entre guillemets ou en italique naturelle, mais c'est la maladie sociale. Et la maladie sociale, c'est quoi? C'est le virus liberticide. Et le virus liberticide, alors là, c'est inventé, quoi. C'est créé, c'est fabriqué. Et ça a une histoire, c'est bien daté. C'est-à-dire que c'est l'histoire et la date de ce virus liberticide, effectivement, c'est marqué dans l'institution française, et la prison, finalement, la prison n'a pas toujours existé comme peine. Et à ce colloque-là, qui n'était pas très intéressant, prison et probation, il y avait juste une chose qui était intéressante, c'est un procureur, carrément, que je me suis mise à mal, mais j'espère que je n'aurai rien à faire à Montpellier, bon, parce que j'ai posé une petite question qui l'a un peu embarrassé. Il est procureur à Montpellier, donc si je vais vivre à Marseille, ça ne sera pas à Montpellier, c'est bien. Et donc, ce qui se passe, c'est que il dit que l'anagramme de peine, c'est épine. Et c'est pas mal du tout, moi, je trouve. Par rapport aux peines, moi, je dis, c'est fou, dans quel monde on vit?
Souvenez-vous déjà, souvenez-vous que quand on était enfant, il y avait une distribution des prix. Mais c'est pas innocent, cette distribution des prix. Ça veut dire quoi? Ça implique une hiérarchie. C'est-à-dire t'es le meilleur ou t'es le cancre. Bon. Et donc, après, par un raccourci poétique, moi je dis, et après, évidemment, quand on commence par une distribution des prix, eh ben on finit, ou alors on passe par une distribution des peines. C'est pas très étonnant. Donc, moi je dis que finalement les tribunaux, ça devrait être des fêtes foraines. Et je dis ça sans beaucoup de provocation. Parce que finalement, quand on se rend compte, c'est un peu la roue de la fortune, finalement, les peines. Donc c'est un truc. Et je vais très loin. Je dis que je ne parle pas simplement du côté des prévenus. Je parle aussi du côté des parties civiles. C'est-à-dire pour le même procès, vous vous mettez d'un côté à la sortie des parties civiles et d'un côté à la sortie des détenus, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de sorties. Et des deux côtés des parties adverses sont mécontentes. Pourquoi elles sont mécontentes? C'est tout à fait normal qu'elles soient mécontentes. Pourquoi? Parce que finalement, il y a René Girard qui a dit que finalement il faut endiguer, la justice ne sert pas actuellement à endiguer comme ça la vengeance, le sentiment vindicatif. Donc là, actuellement, en justice, on traite de la vengeance sous des formes à peu près respectables, à peu près qui ne disent pas leur nom. Mais finalement, on n'est pas sorti justement de ce système-là. On n'est pas sorti, c'est-à-dire que les personnes vont être beaucoup mieux si les prévenus ont une grosse peine de prison. Donc, il y a une espèce de réparation qui vient de façon systématique de la longueur des peines. Or, c'est complètement à côté de la plaque, parce que jamais, dans le cas par exemple d'une personne à qui on a tué son enfant, moi je ne vais pas demander à la justice, je ne vais pas demander à l'État, viens s'il te plaît, excuse-moi, mais il y a mon enfant, on l'a tué, par exemple une erreur médicale, ce qui arrive souvent. Le pauvre médecin là, excuse-moi, mais je vais attendre quelques années le procès, et puis tu vas me dire, tu vas me donner beaucoup de peine ou pas beaucoup de peine. Quand c'est des flics, c'est jamais beaucoup de peine à la personne qui a tué mon enfant. Bon, mais c'est ça la justice, c'est-à-dire on demande à l'État une réparation d'un acte d'une personne qui vous aurait fait souffrir. Voilà, actuellement c'est ça. Donc ça peut absolument pas marcher. Je vois pas comment ça pourrait marcher. Bon. Après, il y a le fait que qu'il y ait ces deux maladies et que la prison se place dans une histoire qui est lui propre et que la prison était à la base, il faut lire Surveiller et Foucault, un grand classique de Michel Foucault. Surveiller et punir, pardon, c'est comment elle s'appelle là qui me perturbe? Elle s'appelle comment déjà? Celle qui est en train de chanter là. France Gall. J'aurais préféré quand même qu'elle chante la chanson Donner tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Ça m'aurait plus convaincue. Oui, mais là tu n'es pas maître. Oui. On résiste encore un peu. Bon. Bon. Mais tout pour la musique, c'est un peu moins de ma... Ça me satisfait moins, enfin ça me parle moins. Bon. Et donc sinon, voilà, donc la prison a été effectivement, comme vous le savez toutes et tous, n'a pas été toujours une peine, mais ça a été en attente d'un châtiment beaucoup plus grave personnel et physique, et en attente aussi de la mort, quoi, bon. Lundi, à 10h du matin, ça court dans tous les sens, dans les couloirs de la division. C'est la panique. Je veux un kebab, une pizza et un couscous. Ma mère m'a préparé tout cela. Et un matin, à l'accueil des familles juste devant la MAF, fit-elle aussitôt savoir de façon tonitruante. À l'auxiliaire détenu, comme elle, affectée au service général, est venue lui apporter de l'eau chaude pour remplir son bol de café soluble. Dans les couloirs de la division 5R, c'est la panique générale, jusqu'à ce qu'une gradée vienne savoir et faire savoir à Sana
qu'une permission n'était jamais accordée quelques jours seulement après avoir été écrouée, que cela ne s'était jamais vu, qu'elle s'était inventé des choses que personne ne lui avait jamais promises. Comble de chance, dans la cour de promenade, elle ne fut même pas traitée de mytho. Mais on lui fit des remarques sur son nouveau jogging d'un blanc immaculé, mais un peu trop serré. Du bled où elle naquit, Sana donc passa dans une cité, située derrière le périphérique de la capitale d'une France, se réclamant des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Et puis de la cité, Sana passa alors à une maison d'arrêt, toujours avec sa béquille et son attelle de genoux, mue par une hyperactivité salvatrice et une machine intérieure, la machine dialectique à se raconter des histoires dans lesquelles le corps ne serait jamais plus contraint, ni par la maladie, ni par la loi. Car entendons-nous bien, si nous disions tout à l'heure que les médecins et les juges étaient parfois porteurs de mauvaises nouvelles, les premiers découvrent la maladie, tandis que les juges, eux, font partie d'un des maillons provoquant le virus liberticide, la maladie sociale. Les premiers ont donc une responsabilité atténuée dans la grande échelle des valeurs morales. Qui plus est, les médecins tenteront de guérir le corps amoindri, pas les juges. De cette double incarcération due le plus souvent à la misère, l'imaginaire du corps est le seul à ne pas dépendre de la réalité matérielle, et donc d'être susceptible de la dépasser. Comment éradiquer la polio ? C'est déjà fait grâce à la vaccination dans les pays riches, et ou acceptant le principe de la vaccination. Comment éradiquer les prisons ? Prophylactie de la polio ? Prophylactie des lieux de contrainte par corps ? Sana continue à cracher des gros mollards et à raconter qu'à la barre, oui à la barre, on lui rendra sa liberté, qu'on aménagera sa peine en simple contrainte pénale et non contrainte par corps. Et quand on lui parle de bracelet électronique, elle pouffe de rire. Quoi ? En plus de la jambe, de la canne et de la telle, il faudrait me rajouter quelque chose ? Pourquoi pas un collier électronique ? Ou bien carrément une muselière comme les chiens, pour fermer ma grande gueule. Mais moi je n'ai rien fait, me rétorqueront quelques poliomyélites. Et Sana, croyez-vous qu'elle a fait quelque chose ? Mais demandez-le lui. Elle vous convaincra aussitôt du contraire, en vous racontant des histoires sur la vieillesse qui rend tout le monde pareil, des histoires sur la non-nécessité du permis de conduire, des histoires sur sa sœur qui est nettement moins crédible qu'elle, des histoires sur une permission à laquelle elle a eu droit, quelques jours après avoir été incarcérée, des histoires sur l'éradication de la polio, juste un an après qu'elle en ait contracté le virus, des histoires des médecins et des juges. C'est mercredi que Sana nous raconta ce qui précède, c'est-à-dire son invalidité. Elle qui rêvait d'un monde où ni la sensation, ni l'absence de la sensation ne tue. Le corps incarcéré 2 fois, le corps 2 fois vainqueur, grâce à l'imaginaire. Il a expérimenté, éprouvé, et il est ressorti vivant, et de l'enfermement et du handicap. Et Sana, qui s'est fait le cuir, continue à transformer la réalité, à transformer à l'instar de Jeunet ses crachats en bijoux et sa béquille en épée. Faites du bruit, faites beaucoup de bruit, chers amis, car Sana n'a toujours pas eu son mandat, ni son kebab, ni son couscous, ni sa pizza, ni sa permission, ni sa libération à la barre, pas plus que sa guérison. Faites du bruit, applaudissez donc, chers amis, car Sana nous entend depuis sa cellule de la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Et elle se lève sa canne, elle lève sa canne comme un poing tendu en guise de remerciement. Et tout le métal des portiques de tous les handicapés, et tout le métal des prothèses de tous les handicapés de la France entière, passant en ce moment même sous tous les portiques de sécurité de tous les lieux d'enfermement, enclenchera un bruit, oui, un bruit de clou du spectacle, un bruit de feu d'artifice. Merci. Une question sur Sana et Thérèse exclusivement. Oui, donc en fait, l'impression qu'on a, c'est à travers ces 2 personnages, parce qu'ils ont existé, c'est que si en fait on sent bien, ce sont 2 classes sociales différentes. Oui. Il y en a une qui, Sana, qui est quand même, et on le voit dans le milieu carcéral, hein, puisque
Aujourd'hui, la moitié des types qui sont incarcérés pour braquage, leurs pères ont fait de la prison pour braquage. Donc il y a vraiment un déterminisme social. Donc il y en a une qui est dans un déterminisme social proche des banlieues, qui consomme, qui fait des choses méchantes, mais voilà. Et puis l'autre, en fait, qui nous ressemble un peu plus, puisque nous, on ne fait pas partie de ces gens qui ont un déterminisme social pour faire dans la prison un jour. Ça peut arriver, mais bon. La preuve, oui. Voilà, donc on est la preuve, oui. Et moi, si un jour je vais en prison, je serai le premier surpris. Bah oui, mais tout le monde est surpris, cher François, ne t'inquiète pas. Moins certain, parce que tu vois, en banlieue, la prison parfois est un statut. Oui, bien sûr. La prison est un statut. Ouais. Non, on a dit pas. Ça n'a intérêt, merci. Donc, il y en a une qui vient de ce milieu-là, qui connaît des gens pour qui la prison est un statut, donc ça ne pose pas de problème. Moins de problème. D'où l'incarcération. D'accord. Et l'autre, tout simplement. Ouais, mais je comprends ça, François. Mais ce qui me dérange avec ton discours, c'est que le problème, c'est que les juges, ils ont exactement ce même discours. C'est-à-dire que le problème est Dieu. Oh là là. Le Dieu des détenus, on va dire, parce que le Dieu des détenus, c'est pas du tout le même, je peux vous dire, que le Dieu des Bibles, hein, des Corans ou des Torahs. Ça n'a rien à voir. Bon, je vous en parlerai si vous voulez, c'est encore autre chose. Le problème, c'est que quand un juge d'instruction, par exemple, je vais vous dire pourquoi, il voit arriver quelqu'un, il a exactement, François, la même chose qui se passe dans la tête. En fonction de la personne qui arrive, et ça, je peux donner des cas concrets. Une de mes anciennes maîtresses, qui a été directrice, tu couperas, Alfred, si tu veux, comme tu veux. Bon. Une de mes anciennes maîtresses qui était la femme d'un directeur d'un théâtre à Paris, avait un gamin qui faisait les 400 coups. Il faisait exactement ce que n'importe quel racaille fait. Exactement les mêmes choses. À part qu'il a été 17 fois, il a eu 17 chances. Il a eu 17 chances. Il n'a jamais fait un jour de prison. Pourquoi, François ? Parce que le juge d'instruction a eu exactement le même mécanisme. C'est-à-dire, il a vu un blanc arriver issu de la petite bourgeoisie, très propre sur lui et très gentil. S'il avait vu une autre personne, tout de suite, mécaniquement, je dirais même que c'est même pas des salopards, c'est un réflexe. C'est un réflexe, et c'est le même réflexe que tu as, François. C'est-à-dire, de toute façon, ça plaçait en prison, donc on ne va pas se poser des questions. C'est pas ce que j'ai dit. Je caricature. J'ai fait de la formation pendant 2 ans auprès des braqueurs, donc c'est une population. Oui, je sais, j'aime bien. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Mais tu sais qu'il n'y en a plus beaucoup des braqueurs, malheureusement. Non, c'est le braqueur. Non, mais c'est vrai, c'est un statut. Moi, j'aime beaucoup les braqueurs. Dans le bandidisme, c'était un statut. Maintenant, il n'y a plus de braqueurs. Hélas. Ah non, mais hélas, je sais pas. Et alors, ce qui est terriblement... Oui, parce qu'il a suivi des formations, il leur a fait faire des formations commerciales, François, ces braqueurs. Et alors, ce qui est terrible... Mais c'est vrai, hein, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Bon. Un détachement via une Norvège Union. Voilà. Et donc... des fois, il y en a toujours, puisque là, je me sens très bien, il y a toujours quelqu'un... Enfin, il n'y a pas toujours quelqu'un, mais il y a eu quelqu'un... dans une de mes rencontres, il y a toujours quelqu'un, un mec bien habillé, tout ça, et tout, qui se lève et qui dit, un petit jeune comme ça, et qui dit, ah ben non, c'est horrible ce que vous dites, Brigitte Bramy, parce que on n'est pas tous des racailles, on va pas tous en prison dans les banlieues. D'abord, j'ai dit, écoutez, j'ai jamais dit ça, d'accord, mais on va faire un raisonnement par l'absurde, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, il dit, il y a des types comme moi qui ont fait force commerciale, quoi, et qui sont sortis comme ça. J'ai dit, ok, très bien, parfait. Voilà, je préfère d'autres types de profils, quoi. Bon. Bon. Et donc, en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que les braqueurs, le problème, c'est qu'ils prenaient carrément, ils allaient aux assises. Alors que c'était juste qu'ils allaient chercher l'argent là où il était. Tout simplement. Donc, il n'y avait pas forcément mort d'homme, ni de femme, et c'était les assises pour eux. Mais c'était quoi ta question ? Puisqu'on a le droit qu'à des questions. Oui, je sais pas, comme Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Mais la question, c'est... Moi, je trouve encore plus terrible... Moi, je trouve encore plus terrible
d'aller en prison, d'avoir une peine de prison et de se dire de toute façon, tôt ou tard, j'y serai allé. Moi, je trouve que c'est une violence terrible de se dire ça. C'est peut-être encore plus terrible que de se dire tiens, c'est pas possible, je suis en prison, ce que j'ai vécu. Bon. Est-ce que c'est pas encore plus terrible quand la prison est gravée dans sa destinée, sans qu'on ait encore rien fait? Si. Parce que moi, maintenant, je sais pourquoi je suis allée en prison. Mais je le sais que depuis 3 ans et demi, c'est-à-dire bien après avoir été incarcérée. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on va en prison sans rapport avec les chefs d'accusation. Pourquoi je peux me permettre de dire ça, sans trop me tromper? Parce que le crime est partout. Les délits et les crimes sont partout. Partout, tout le temps, dans les couches de la société. Pourquoi il y en a qui vont en prison, qui tombent, comme on dit? Eh bien, il y en a qui, comme moi, et qui, comme les personnes dont tu parles, ont été assignés, soit par la société, et moi, en l'occurrence, ça a été ma famille. Donc, ma famille, à la rigueur, c'est encore pire. Parce que la famille, quand ta famille, inconsciemment, pas inconsciemment, peut-être inconsciemment, mais de façon tacite, te dit, t'as placé en prison, après, quand tu gradis, je peux te dire que tu n'as qu'un truc en tête, c'est pas du tout ne pas aller en prison, mais c'est de courir. Y aller. Et courir à ta place. Courir, mais vraiment courir. Bon. Et ça, ça n'a rien à voir avec les chefs d'accusation. Rien à voir. Quand on reçoit son jugement, on comprend rien de cette vérité judiciaire qui sont des caractères typographiques. D'ailleurs, depuis qu'on juge sans Dieu ni sans roi, ça peut être que des caractères typographiques, issus des 2 codes. Donc, de toute façon, c'est un caractère qui peut être vécu, compris comme arbitraire. Et donc, moi, en fait, j'ai été la bouc émissaire, et donc j'ai couru, et ça a été une réussite enfin, voilà, j'ai répondu à ce qu'on me demandait de faire. Ben, c'est pareil pour ces personnes-là. Ces personnes-là, de toute façon, c'est dans leur trajectoire d'aller en prison, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Et donc elles courent, elles y vont. Elles y vont parce que elles ne peuvent pas faire autrement, existentiellement, elles ne peuvent pas faire autrement. Comme moi, je n'ai pas pu faire autrement. Voilà. Non, moi je pense. Enfin, on peut jamais ne pas faire autrement, mais disons que c'est mal barré, quoi. Irène, tu veux conclure peut-être comme tu as commencé? Tu veux conclure peut-être comme tu as commencé? Ben, ce que je dirais, c'est que c'est une réunion qui, pour moi, a été très importante. C'est une réflexion de l'auteur qui m'ouvre une porte. Parce que je recherche dans ma propre vie ce que vous narrez pour certains cas, et on trouve en quoi que ce soit un parallèle. Quelle que soit la situation, le mode de vie, les rencontres, il y a toujours ce plus qui vient enrichir le moins. Ah. Voilà quelle serait ma conclusion. Très belle. Merci beaucoup. Très beau. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Brigitte.